c'est La 9 femmes, disparues, les enquêtes de Maya Gray, tome 9, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Chapitre 1. Cela ne dérangeait pas Brett de travailler dans le quartier de Three Hills à Chesterford. C'était l'un des meilleurs quartiers de la ville, comptant quelques bons restaurants ainsi qu'une poignée de bars et de galeries d'art coûteux. C'était le genre d'endroit où son travail principal consistait à faire acte de présence et à traiter occasionnellement une plainte pour vol de portefeuille. Brett appréciait qu'il en soit ainsi. Il était relativement novice dans la police et s'habituait encore à ce que cela signifiait d'être un flic dans une ville comme celle-ci. Il ressentait toujours l'excitation liée au fait d'être un membre à part entière du CPD, mêlée à un sentiment de devoir, car ses actes et ses paroles pouvaient avoir un impact considérable sur la vie des gens. Brett remontait South Street, l'artère principale de cette partie de la ville, en marchant lentement, sans se presser. Par ici, une grande partie de son travail consistait simplement à se promener au vu et au su de tous, afin que les riches aient l'impression que leurs impôts étaient utilisés à bon escient par le service de police local. Brett gardait un œil attentif sur les petits délinquants et les problèmes potentiels pendant qu'il se déplaçait. Au fond de lui, il souhaitait même qu'il y ait des problèmes, juste pour avoir une meilleure chance de faire ses preuves. Pour l'instant toutefois, la soirée s'annonçait ennuyeuse et il n'y avait aucune chance de « Agent Sorenson, ici Contrôle ». Brett saisit sa radio, il aurait dû s'en douter. « Je vous écoute, Contrôle. Nous avons reçu un appel concernant une perturbation près de votre position. »« Où ?» demanda Brett. « Hillside Park, juste après le kiosque à musique. À cette heure de la nuit, le parc devait être pratiquement désert, mais c'était exactement le type d'endroit où les toxicomanes et les sans-abri pouvaient mieux se rassembler. Ce n'était probablement rien, mais Brett savait qu'il devait y jeter un coup d'œil. « Je suis en route. » Il se dépêcha de prendre la direction du parc. Il n'était qu'à un pâté de maison, mais il avait l'impression d'entrer dans un autre monde en passant d'un espace éclairé par les réverbères et les néons des bars à un espace où la seule véritable lumière était celle de la lune qui croissait lentement. Brett se précipita à travers les grilles du parc, se dirigeant vers le vieux kiosque à musique. Il avait sorti sa lampe de poche, balayant la zone autour de lui à l'affût de tout problème, le faisceau illuminant les branches de certains arbres du parc qui bruissaient sous l'effet du vent. Brett ne vérifia pas l'arme de service qu'il portait à la ceinture parce qu'il ne voulait pas l'attraper à chaque fois qu'il se sentait nerveux, mais s'en abstenir lui demandait un effort de volonté. Brett regarda autour de lui, essayant de localiser le trouble qui avait été signalé. Il n'y avait aucun signe de la présence de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit d'anormal. Brett saisit sa radio, prêt à signaler qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Il aperçut alors une silhouette sombre devant lui, éclairée par la lumière de la lune. Y avait-il quelqu'un près du kiosque à musique ? « Qui est là ?» demanda Brett en continuant d'avancer. « Identifiez-vous. »« Police !» Il s'attendait à ce que l'individu se retourne et s'enfuit, ne voulant pas que la police découvre ce qu'il tramait à cette heure de la nuit. Le cas échéant, devrait-il courir après la personne ou la laisser s'enfuir ? La nuit était calme et Brett avait hâte de faire ses preuves. Il ne laisserait pas cette personne s'enfuir. Pourtant, cette dernière ne se mit pas à courir. Elle resta immobile, maintenant sa position d'une manière presque artificielle. Selon Brett, cela n'augurait rien de bon, rien du tout. Il n'appréciait vraiment pas être ici, dans cet endroit désert, avec la froideur argentée du clair de lune qui l'éclairait. Brett continua d'avancer. Il le fallait, il était flic. Il dégaina donc son arme, essayant d'être prêt à faire face à toute éventualité, quel que soit le danger de la situation. Il gardait le faisceau de sa lampe de poche braqué sur la silhouette, essayant de comprendre ce qui se tramait. Alors qu'il se rapprochait, Brett s'arrêta et regarda simplement, horrifié par ce qui se trouvait sous ses yeux. Une femme était là, debout, attachée à un poteau qui semblait conçu pour la maintenir précisément à cet endroit. Ses cheveux blonds tombaient en avant sur son visage, masquant ses traits, tandis que la robe pâle dont elle était vêtue se gonflait légèrement sous l'effet du vent. Attachée comme elle l'était, le clair de lune projetait une ombre vers le bas, comme un doigt tendu vers Brett. Une tache sombre s'étalait sur le devant de la robe de la femme, et l'esprit de Brett refusa un instant de reconnaître ce dont il s'agissait. Lorsque la réalité commença à s'imposer à lui, Brett sentit son cœur battre plus vite et son souffle se raréfier. Il rangea son arme et s'avança, tendant une main tremblante pour lui tâter le pouls. Brett recula devant le corps froid et immobile, titubant en arrière, essayant de lutter contre l'envie de vomir. Il savait qu'il ne pouvait pas, qu'il devait préserver la scène de crime, qu'il devait vérifier que l'intégrité de la zone n'était pas menacée. Il savait tout ce qu'il devait faire,
Mais avec un cadavre devant lui, il lui était difficile de garder suffisamment de sang-froid pour réagir. Brett se retrouva à fixer le corps, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Finalement, il saisit sa radio. « Contrôle, j'ai besoin de renfort. Beaucoup de renforts. » Il savait qu'il ne s'exprimait pas comme un officier de police était tenu de le faire, mais il ne s'en souciait guère à cet instant. Tout ce qui comptait, c'était d'obtenir de l'aide et de ne pas avoir à gérer tout cela tout seul. Il y a un corps ici. Pouvez-vous répéter, officier Sorensen ? Il y a un corps, cria Brett dans la radio. Quelqu'un a été assassiné. Chapitre 2. Maya était allongée dans sa chambre d'hôpital, essayant tant bien que mal de bloquer le son de son patron qui lui criait dessus. « Vous êtes allé trop loin cette fois-ci, Gray. » Le supérieur de Maya, le directeur adjoint Harris, se tenait à côté de son lit, le crâne rasé, vêtu d'un costume sombre et tellement en colère que son visage d'ordinaire pâle en était devenu rouge comme une betterave. Maya n'était pas d'humeur à se laisser malmener. Elle voulait être dehors, à la poursuite du tueur de la pleine lune et de sa sœur. Maya avait réussi à trouver l'endroit où il détenait les otages qu'il utilisait pour la forcer à travailler sur les enquêtes qu'il voulait. Elle avait réussi à libérer tous les otages, sauf sa sœur, mais le tueur de la pleine lune s'était échappé, emmenant Megan avec lui. « Je vous ferai virer pour ça », lui promit Harris. « Non, je vous ferai jeter en prison, pour ça !» Maya souffrait trop pour supporter Harris et ses menaces. Elle se remettait à peine du coup de couteau que le tueur de la pleine lune lui avait asséné alors qu'ils tentèrent de s'entretuer dans le bunker de ce dernier. La bagarre entre eux, qui s'en était suivie, lui faisait encore mal. Elle ne pouvait qu'imaginer à quoi elle ressemblait à ce moment-là, son grand gabarit enveloppé dans une blouse d'hôpital, ses cheveux noirs tombant en bataille, avec encore quelques taches de sang et de cendres de la nuit précédente. Aux yeux d'Harris, elle devait avoir l'air faible. Maya détestait cela. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pour avoir réussi à libérer 3 otages ? Pour avoir tenté de neutraliser un kidnappeur ?» Maya savait à quel point elle était dans le pétrin pour tout cela, mais cela ne signifiait pas qu'elle allait se laisser abattre sans lutter. « Pour avoir fait cavalier seul, » rétorqua Harris. « Vous êtes parti sans rien dire à personne pour essayer d'arrêter le tueur de la pleine lune. Vous ne dirigez plus une unité d'intervention, agent Gray. Vous n'avez pas le droit de décider de vos propres enquêtes. Vous m'avez dit que l'unité d'intervention était fermée depuis ce matin, » rétorqua Maya. Elle détestait devoir se cacher derrière une distinction aussi mince, mais pour l'instant, c'était tout ce qu'elle avait. Cela signifie que la nuit dernière, j'avais encore le pouvoir d'agir seule, ce qui ne sembla pas réjouir Harris outre mesure. Vous avancez sur un terrain glissant dans cette affaire, Gray. Non, vous avanciez sur un terrain glissant. Désormais, vous semblez déterminé à piétiner la glace et à plonger dans l'eau. Vous saviez que je ne voulais pas que vous entrepreniez quoi que ce soit d'autre sans m'en informer. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, ce que je sais, c'est que vous m'avez dit que, depuis ce matin, mon groupe de travail était intégré à celui de l'agent Swift, qui traque le tueur de la pleine lune. Harris émit alors une sorte de grognement de colère. Et vous vous êtes donc dit que vous pouviez faire cavalier seul, essayer d'arrêter le tueur de la pleine lune, le perdre et brûler les preuves qui auraient pu nous conduire jusqu'à lui ? C'est lui qui a brûlé le bunker, affirma Maya. Il a placé des charges explosives à cet endroit et les a fait exploser pour se donner le temps de s'enfuir. J'aurais pu le poursuivre, mais cela aurait signifié abandonner 3 femmes à la mort par le feu. Et combien d'autres le tueur de la pleine lune va-t-il assassiner sachant qu'il est toujours dans la nature ? Demanda Harris. La décision qu'il aurait prise s'il s'était trouvé sur le terrain semblait évidente. Et c'est pour cette raison que je ne vous en ai pas tenu informé, s'emporta Maya. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû parler ainsi à son patron, mais pour l'heure, elle souffrait trop pour s'en soucier. De toute façon, elle allait probablement perdre son emploi à cause de tout cela, et sa sœur était toujours entre les mains d'un tueur en série, alors pourquoi devrait-elle se retenir ? Attention, agent Gray. Si vous aviez été plus prudent, je n'aurais pas eu à agir seul dans toute cette enquête. Vous avez passé toute cette affaire d'enlèvement à essayer de poursuivre le kidnappeur, mettant en danger la vie de ses otages. Je savais que si vous aviez découvert qu'il s'agissait du tueur de la pleine lune, vous auriez mis tout en œuvre pour l'attraper, quel que soit le nombre de personnes tuées. Harris recula d'un pas. Vous dépassez les bornes, Gray. Vous avez dépassé les bornes depuis le début. Vous pensez que parce que votre sœur est impliquée dans cette affaire, vous êtes la seule à pouvoir agir. Eh bien, je vais demander à une commission d'enquête de se pencher sur vos agissements. Cela lui faisait mal, surtout après tout ce que Maya avait accompli. Mes agissements ont permis à de nombreuses femmes de se libérer des griffes d'un kidnappeur, répliqua Maya. Ils nous ont aussi permis d'être plus proches que jamais, ces dernières années,
d'attraper le tueur de la pleine lune. Et vous l'avez laissé filer, rétorqua Harris. Vous avez pris un risque et vous avez échoué. Il est temps d'en payer le prix. Dès qu'ils vous auront laissé sortir d'ici, je veux que vous reveniez au bureau pour votre commission d'enquête. C'est fini, Gray. Il se retourna et sortit, sans laisser à Maya le temps de réagir. Maya voulait se lever et frapper quelque chose. Elle voulait s'en prendre à Harris et, puisqu'elle allait probablement être renvoyée et même arrêtée de toute façon, autant lui flanquer un bon coup de poing pour toutes les fois où il avait mis la vie de sa sœur en danger. Maya se rappela que la vie de sa sœur était la seule chose qui comptait. Si elle se faisait arrêter pour avoir frappé Harris, elle ne serait pas en mesure de sauver Megan. Maya se leva, ignorant la douleur qu'elle ressentait au niveau des côtes. Des bandages s'y trouvaient maintenant alors qu'elle retirait la blouse d'hôpital et s'habillait de ses propres vêtements. Maya finissait de s'habiller lorsqu'on frappa à la porte et que Marco entra. Il ne portait pas d'uniforme. Il était manifestement sorti de l'hôpital, mais il se déplaçait encore de façon un peu raide. Son corps de nageur, normalement athlétique, semblait un peu plus fragile que d'habitude. Ses cheveux sablonneux étaient là toujours aussi ébouriffés, mais son visage portait encore les traces de l'attaque d'une personne envoyée par le tueur de la pleine lune pour s'assurer qu'il ne puisse pas participer à leur précédente enquête. Il se dirigea vers Maya, la prit dans ses bras et maintint ainsi son étreinte pendant plusieurs secondes. « Tu aurais dû me dire où tu allais. » C'était très différent du moment où Harris avait fait valoir le même point de vue. Harris n'avait fait que compliquer la vie de Maya alors qu'elle s'efforçait d'enquêter sur cette affaire. Marco avait été là pour elle, à la fois personnellement et professionnellement. Il avait été son partenaire, mais il était devenu bien plus que cela. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un l'entende. Et tu savais que j'essaierais de t'en dissuader, suggéra Marco. Tu es allé affronter le tueur de la pleine lune seul, dans son bunker, sans aucun renfort. Tu aurais pu être tuée, Maya. Maya acquiesça. Je devais le faire, je n'avais qu'une seule chance. Je ne pouvais pas prendre le risque d'amener d'autres renforts que toi. Et j'étais sur la touche. Marco avait l'air en colère, comme s'il aurait dû être là. Le tueur de la pleine lune s'est assuré que tu ne puisses pas être là. Maya détestait avoir été manipulée de la sorte. Le tueur de la pleine lune avait su qu'elle viendrait, il avait essayé de la tuer alors qu'elle arrivait pour essayer de le capturer. Et maintenant, il s'est échappé avec ta sœur, résuma Marco. Maya hocha la tête, ne pouvant contenir la douleur qu'elle ressentait au souvenir du tueur de la pleine lune, s'enfuyant dans la nuit avec Megan. Devoir faire demi-tour pour sauver les autres otages avait été l'une des expériences les plus douloureuses de la vie de Maya, mais elle n'avait pas eu le choix. « Je dois la ramener, Marco, » dit Maya. « Tu la ramèneras. » Marco avait l'air confiant, mais Maya percevait une note d'inquiétude sous-jacente dans sa voix. Il n'avait pas besoin de préciser à quel point la situation venait de devenir dangereuse. Maya avait essayé de capturer le tueur de la pleine lune et avait échoué, laissant sa sœur entre ses mains. Pour autant qu'elle le sache, Megan était peut-être déjà morte, assassinée en représailles à la tentative de Maya de mettre fin à tout cela. « Il va la tuer », ajouta Maya. « Si je ne trouve pas un moyen de rejoindre Megan en premier, il va la tuer. » Marco lui posa une main rassurante sur l'épaule. « Nous trouverons un moyen de la retrouver. »« Comment ? C'est bien là le problème. J'ai trouvé son bunker. Je l'ai trouvé lui et les otages. Mais toutes les preuves ont été brûlées, ou la plupart le seront. Les techniciens pourront peut-être en tirer quelque chose, mais ce ne sera pas suffisant. C'est un ancien membre des forces spéciales. Il pourra s'éclipser s'il le souhaite. Ce serait même la meilleure chose à faire pour lui. Quelle pensée terrifiante. Si Maya était le tueur de la pleine lune, si elle était une psychopathe froidement logique, ne serait-ce pas exactement ce qu'elle ferait ? Ne déciderait-elle pas que tout est fini ? Ne tuerait-elle pas le dernier lien qui la rattachait à tout cela ? Et ne disparaîtrait-elle pas ? Maya dut retenir ses larmes à l'idée que Megan était morte. Morte à cause d'elle. Morte à cause d'un jeu dangereux auquel elle n'avait eu d'autre choix que de participer. Peut-on vraiment le laisser s'en tirer à si bon compte ? Demanda Marco. Cette question frappa Maya comme un coup de poing dans le ventre. Marco avait raison, elle perdait les pédales. Depuis combien de temps cherchait-elle le tueur de la pleine lune ? Des semaines au moins. Pendant ce temps, elle n'avait pas réussi à découvrir grand-chose sur son identité, mais elle avait compris quelque chose sur la façon dont il fonctionnait. Il était très intelligent, motivé, compétent. C'était un psychopathe prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais ses objectifs ne semblaient pas faiblir. Il était obsessionnel. Il s'était donné beaucoup de mal pour entraîner Maya dans tout ça. Il avait un plan et il n'allait pas s'en écarter. Peu importe ce qu'il comptait faire, il chercherait à y mettre fin, n'est-ce pas ? Il ne se contenterait pas simplement de s'en aller. Maya ne pouvait qu'espérer que ce serait le cas. Elle devait croire que le besoin du tueur de la pleine lune de parachever le projet
qu'il avait entamé l'emporterait sur tout le reste. Son besoin de rester en sécurité, ses inquiétudes quant au fait que Maya se rapprochait, tout cela. Peut-être y avait-il un moyen d'utiliser ces éléments pour récupérer sa sœur, même maintenant. On peut encore le faire, affirma Maya. On peut encore ramener Megan, attraper le tueur de la pleine lune, tout ça. Elle devait y croire. Et tout ce qui concerne la dissolution du groupe d'intervention ? Demanda Marco. Même si on n'est pas viré, l'agent Swift nous laissera-t-elle le poursuivre ? L'agent Swift dirigeait le groupe d'intervention qui traquait le tueur de la pleine lune depuis qu'il avait commencé sa folie meurtrière. Elle se méfiait de Maya depuis qu'elle avait commencé à penser que le tueur de la pleine lune et le kidnappeur étaient la même personne. Mais cela n'avait pas d'importance, pas à ce moment-là. « Je dois le faire, Marco », déclara Maya. « Tu sais que Megan ne sera pas en sécurité si Harris, ou même Swift, dirige tout ça. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle revienne, même si cela impliquerait d'agir en dehors du FBI. On n'en arrivera pas là, mais si c'est le cas, je serai là. J'ai commencé à t'aider parce que je voulais attraper ce type, et j'ai continué parce que je crois en toi, Maya. Et, eh bien, à cause de tout ce que je ressens pour toi. » Maya se rapprocha pour l'embrasser. « Je ressens la même chose. »« Est-ce que tu devrais vraiment quitter ton lit ?» demanda Marco. « Es-tu vraiment prête à sortir ?»« Il le faut. Je dois récupérer Megan. Mais d'abord, je dois retourner au FBI. »« J'ai vu Harris partir. J'en déduis que ce n'est pas bon signe ?» Maya secoua la tête. « Il est en train de constituer une commission d'enquête. Il veut savoir tout ce que j'ai fait dans cette affaire. Il a menacé de me virer, peut-être même de me faire arrêter. »« Pourrait-il te faire arrêter ?» demanda Marco, l'air inquiet. Il devait connaître la réponse à cette question. Ils avaient dissimulé des preuves, trompé Harris et le reste du FBI. La seule protection de Maya résidait dans le fait qu'elle était responsable de son propre groupe d'intervention, libre d'agir comme elle l'entendait sur l'affaire. « S'ils disent que j'ai perdu la tête, je n'en suis pas sûre. Cela pourrait aller dans les deux sens. »« Quoi qu'il arrive, je serai là, » lui assura Marco. Maya lui en était reconnaissante. Ils devraient y faire face ensemble. Chapitre 3. Celui qu'on appelait Frank conduisait en essayant de contenir sa colère. Cette colère était tel un éclat de glace à l'intérieur de son cœur. Ses mains gantées tenaient fermement le volant, tandis qu'un masque était posé sur le siège passager à côté de lui, laissant à découvert les traits de sa belle mâchoire carrée. Il empruntait des chemins de campagne, se tenant à l'écart des grands axes routiers où les caméras de surveillance risquaient de repérer son visage ou sa voiture. Il n'y avait aucune raison de croire que Maya avait des détails sur l'un ou l'autre, mais il savait maintenant qu'il devait se montrer prudent. Elle avait déjà fait preuve de plus d'ingéniosité qu'il ne l'avait imaginé. C'était en grande partie ce qui le mettait en colère. Suffisamment en colère pour qu'il veuille arrêter la voiture, sortir Megan Gray du coffre où il l'avait cachée et la tuer, juste pour essayer d'apaiser l'éclat glacé de fureur qui sommeillait en lui. Une certaine version de cette fureur l'avait toujours habité. Elle était là lorsqu'il était dans l'armée, faisant de lui un tueur efficace, une arme mortelle à pointer en direction de l'ennemi. Elle était là lorsqu'il était parti. Toute cette rage parce qu'il ne parvenait pas à changer ce qu'il était, parce qu'il avait privé les autres de tout ce potentiel. Il avait alors vu ce qu'il était et ce qu'il devait être. C'était à ce moment-là qu'il avait commencé à trouver ses victimes, au seuil de la transformation, en équilibre sur la corde raide du changement. Il les avait tués à la pleine lune, comme on l'avait entraîné à le faire. Il les avait tués au moment de la transformation, en s'emparant à chaque fois de ce potentiel. Frank arrêta la voiture, cette même fureur froide en lui. Il était sorti du véhicule, se tenant debout à côté du coffre, une corde à la main. Il était prêt à l'ouvrir et à en finir, sur le champ. La logique aurait voulu qu'il le fasse, même la logique de son jeu. Maya avait enfreint les règles qu'il avait établies et cela devait impliquer des répercussions. Il devrait éliminer Megan, l'étrangler et laisser son corps à la disposition de sa sœur. Il devrait lui faire payer pour cela. Il pouvait déjà imaginer la douleur que cela lui causerait. Elle avait une faiblesse, la compassion, et il pouvait lui infliger plus de mal qu'elle n'en avait jamais éprouvé jusqu'à présent. Il pourrait alors disparaître, admettre que c'était fini, retourner à son autre travail et laisser à Maya le soin de clarifier ce qu'il avait fait et ce qu'il n'avait pas fait. De toute façon, Frank imaginait que le FBI voudrait examiner toutes les anciennes affaires qu'on lui attribuait, maintenant qu'ils avaient compris ce qu'il avait fait. Toute sa formation le poussait à agir de la sorte, frapper fort, frapper vite, accomplir la mission et disparaître. Mais c'était là le problème, il n'avait pas fini. Il avait mis les choses en place pour révéler le schéma de ses meurtres, pour éliminer les détritus, pour montrer clairement qui il avait tué et pourquoi.
Ce travail n'était pas terminé. Il avait prévu d'effacer une douzaine de tâches sur son nom. 12, quel que soit le domaine, n'était pas sans importance. Mener les choses à leur terme aussi. Frank se força à remonter dans la voiture, s'éloignant un peu plus des sentiers battus pour se rendre à un endroit qu'il avait choisi en guise de planque, une solution de repli. Disposer de tels lieux était essentiel de telle sorte à pouvoir parer à toutes les éventualités. En l'occurrence, la planque en question était une vieille ferme située un peu à l'écart d'une vaste zone boisée. Le genre d'endroit dont un homme pouvait disposer pour sa retraite. Le genre d'endroit où un homme pourrait voir venir ses ennemis. Frank sortit Megan du coffre et l'attacha à un arbre. Il ne se souciait plus de son masque. Vu la façon dont cela se terminerait, soit elle et sa sœur finiraient par mourir, soit c'était Frank qui mourrait. Plus besoin de secret désormais. Megan le fixait avec une terreur évidente. Elle avait clairement compris ce que la vue de son visage signifiait. Frank posa une main rassurante sur son épaule. Pas encore, pas avant que tout cela ne soit terminé. Il la laissa là pendant qu'il allait vérifier la ferme. Les pièges qu'il avait mis en place n'avaient pas été touchés. Frank avait donc dû les désamorcer un par un pour s'introduire à l'intérieur. Malgré tout, il entra avec un pistolet dégainé, prêt à tout. Compte tenu de l'ingéniosité dont elle avait fait preuve, il n'aurait pas été surpris que Maya soit là, à l'attendre, prête à essayer de le tuer. Le bâtiment était pourtant vide. Tout était comme il l'avait laissé, avec un aspect bancal et intact. Frank se dirigea vers une partie du sol, soulevant un tapis et arrachant les lames de parquet qui s'étaient détachées. Il s'arrêta pour désamorcer l'engin explosif qu'il avait placé pour protéger cet espace, puis il sortit un sac. Frank en sortit un ordinateur portable, des téléphones jetables, des armes, de l'argent. Toutes les choses dont il pensait avoir besoin dans une telle planque. Il devait dorénavant composer avec ses ressources. Son plan initial était réduit à néant. Il ne pouvait pas compléter la beauté du projet dans son intégralité, mais il pouvait encore faire quelque chose. Il pouvait improviser et s'adapter pour créer quelque chose de spécial. Frank sortit un carré de carton d'un tiroir, ainsi qu'un stylo. Ce n'était pas grand-chose, mais il pouvait y parvenir. Encore un jeu, encore une chance de contraindre cette chère Maya à faire tout ce qu'il voulait. Et puis, une fois que tout serait terminé, une fois qu'elle aurait fait tout ce qu'il voulait qu'elle fasse, il serait enfin temps de mettre fin à tout ça. Le schéma de ce cycle serait complet. Maya mourrait avec sa sœur à ses côtés. Chapitre 4. Maya se tenait à l'extérieur de la salle de conférence avec Marco, essayant de ne pas montrer l'inquiétude qu'elle ressentait ce matin-là en voyant ce qui l'attendait. Il était tôt, si tôt que les bureaux du FBI auraient dû être calmes, mais il semblait y avoir plus d'agents que d'habitude, qui voulaient manifestement savoir ce qui se passait. Harris était présent dans la salle de conférence, bien sûr, mais ce n'était pas lui qui était assis à la tête de la table. C'était le directeur Adams, un quinquagénaire à la mâchoire carrée, aux cheveux coupés ras et aux mains en forme de bêche. Il portait un pins en forme de drapeau américain dans son costume sombre et avait l'air particulièrement sévère. Maya l'avait déjà rencontré une fois, lorsque Harris avait tenté de mettre fin aux activités de sa petite équipe. L'agent Swift se trouvait de l'autre côté d'Adams. Elle avait une quarantaine d'années, des cheveux blonds attachés en chignon et un maquillage discret. Elle était en train de lire une série de notes que Harris avait dû lui fournir. Elle était à la tête de l'équipe d'intervention qui traquait le tueur de la pleine lune depuis des années, et elle était probablement impliquée dans cette procédure parce qu'il s'était avéré que l'inconnu qui avait kidnappé 12 femmes et contraint Maya à travailler pour lui était le même tueur en série tristement célèbre. 2 autres hommes étaient assis d'un côté de la table. Pour Maya, ils avaient tout l'air d'être des avocats, probablement venus du service juridique pour essayer d'établir si ce qu'elle avait fait avait enfreint des lois. « Tu veux que je t'accompagne » demanda Marco. Maya secoua la tête, même si elle ne désirait rien plus que son soutien à ce moment-là. « Je ne veux pas que tu sois impliqué dans tout cela plus que tu ne l'es déjà. »« S'il te vire, tu penses bien sérieusement que je vais rester ?» demanda Marco. « Mais au moins, ce sera ton choix. Ils supposeront que tu n'étais qu'un membre de mon équipe. Si tu vas là-bas et que tu commences à te battre pour moi, alors tu pourrais être renvoyé, tes états de service anéantis, voire pire, parce qu'il y avait encore une chance que cela se termine encore plus mal. La seule présence des avocats en attestait. « Maya, » commença Marco. Maya secoua la tête. « Il faut que ce soit moi qui le fasse, quelle que soit la gravité de la situation. » Maya entra dans la salle de conférence au mur de verre. Le fait qu'il fasse cela, ici plutôt que dans le bureau de Harris, suggérait que ce dernier voulait que tout le département puisse voir ce qui se passait. Ou peut-être voulait-il insister sur le fait que l'affaire avait dépassé le simple niveau du département. Maya s'en moquait.
Tout ce qui lui importait, c'était de s'en sortir pour pouvoir continuer à essayer de retrouver sa sœur. « Agent Gray », commença le directeur Adams, « asseyez-vous. » Il désigna d'un geste une place en face de lui et Maya s'assit, regardant de lui à Swift en passant par Harris, cherchant à évaluer comment tout cela allait se passer. Cela ne s'annonçait pas bien. Harris était manifestement antipathique. Adams avait l'air de ne pas vouloir être là et Swift, eh bien, elle était quasiment impossible à cerner. « C'est la deuxième fois que l'on m'appelle pour discuter d'une mesure disciplinaire à votre rencontre, agent Gray, » fit remarquer Adams. « Et si vous vous souvenez, monsieur, la première fois, j'ai été complètement disculpé. Le directeur adjoint Harris a déjà fait savoir qu'il n'aimait pas ma façon d'agir. » Elle ne tenait pas à brûler les ponts qui lui restaient avec Harris. Il avait déjà fait comprendre qu'il ne voulait plus d'elle dans son département, ni même au sein du FBI. « Je n'apprécie pas votre imprudence, que vous ayez compromis une enquête et dissimulé des preuves pour des raisons personnelles, » lui rétorqua Harris. Maya ne put s'empêcher de mordre à l'hameçon. « C'est moi qui suis imprudente ? Si j'ai ma propre unité d'intervention, c'est parce que vous n'arrêtiez pas de lancer des hommes dans des raids pour essayer d'attraper le kidnappeur qui avait enlevé 12 femmes sans penser au danger que cela représentait pour les otages. » « Avez une unité d'intervention, » rectifia Harris. Adams abattit brusquement une main sur la table. « Ça suffit, je ne suis pas venu ici pour jouer les médiateurs pendant que vous vous disputez. Agent Gray, le directeur adjoint Harris a affirmé que vous nous aviez trahis, que vous dissimulez des preuves, que vous inventez vos propres missions, que vous refusez de suivre les ordres. N'importe lequel de ces faits aurait été suffisant pour que Maya soit renvoyée du bureau sur le champ. Les trois, Maya pourrait se retrouver en prison si elle ne faisait pas attention. « J'ai agi de manière indépendante, oui, déclara Maya, mais j'avais le droit d'agir ainsi en tant que chef d'une unité d'intervention. » Cette dernière regarda Maya d'un air entendu. « Pourquoi ne m'avez-vous pas informé que le kidnappeur que vous poursuiviez était le tueur de la pleine lune, agent Gray ?» Maya réfléchit quelques instants. Elle savait qu'elle ne pouvait pas mentir, pas ici, pas maintenant. De deux choses l'une. D'une part, même si j'avais des éléments qui suggéraient donc que le tueur de la pleine lune pouvait être derrière tout ça, je n'ai jamais eu de preuves définitives pour le prouver. Hormis le fait qu'il savait quel meurtre c'était ou n'était-il pas commis par le tueur de la pleine lune, précisa Harris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.